Moscou Ntaganda, reconnu coupable lundi par la Cour pénale internationale, les chefs de guerre congolais a joué un rôle déterminant dans les atrocités commises entre 2002 et 2003 en Ituri, dans le nord-est de la RDC. Démarrage effectif en Centrafrique du programme désarmement, démobilisation et réconciliation. Près de 5 mois se sont écoulés après la signature de l'accord de paix de Khartoum. Yaoundé a accueilli pendant 2 jours la 7e session du comité de sécurité transfrontalière Cameroun-Nigeria. Ce comité a pour mission d'intensifier la coopération sécuritaire entre les deux pays. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur SICA. Démarrage effectif en Centrafrique du programme DDR, entendu désarmement, démobilisation et réconciliation. Près de 5 mois se sont écoulés après la signature de l'accord de paix de Khartoum et a conduit à cet accord. Reportage. Officiellement lancé en décembre 2018 par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, le programme de désarmement vient de débuter de manière effective sur le terrain. Le groupe des 3 R du général Sidiki Abbas, sous pression depuis les massacres de la région de Papua, a été le premier à procéder au DDR. 34 combattants ont rendu leurs armes il y a une semaine. Ils ont en contrepartie reçu notamment une prime de désarmement. Les ex-Séléka du FDPC et des anti-Balaka de l'UFR fondamental constituent le 2e groupe à adhérer, toujours dans l'ouest du pays. Ce sont respectivement 44 et 20 combattants armés qui ont été démobilisés cette fois. L'objectif de ce programme est de désarmer 3000 hommes d'ici à 1 an, soit le tiers des combattants déclarés par les groupes armés, explique le ministre délégué au programme désarmement, démobilisation et réinsertion DDR en Centrafrique. Une partie des démobilisés vont bénéficier du programme de réinsertion. Les autres seront notamment recrutés pour faire partie des unités spéciales mixtes de sécurité prévues par l'accord de paix de Khartoum. Constitué de 60% de combattants issus des groupes armés et de 40% des FACA, les futurs USMS auront la lourde tâche de veiller au respect de l'accord de paix signé début février à Bangui. Mais avant, les combattants rebelles doivent être formés pendant 2 mois. Par ailleurs, Abdoulaye Miskin a publié un communiqué vendredi soir dans lequel il dément le désarmement de ses hommes. La ministre française des Armées, Florence Parly, est arrivée ce lundi à Bangui pour une visite officielle en République centrafricaine. Le pays reste en proie à des violences persistantes malgré un accord de paix signé en février. Les détails. Florence Parly doit s'entretenir avec le président Faustin Archange Touadéra et la ministre centrafricaine de la Défense, Marie-Noëlle Koyara, pour évoquer la situation sécuritaire et les efforts de la communauté internationale pour y faire face sous l'égide de l'ONU et de l'Union africaine, selon le ministère français des Armées. Au menu des discussions figurent les démarches entreprises par la France auprès de l'ONU pour assouplir l'embargo sur les armes et faciliter l'équipement des forces armées centrafricaines chargées de restaurer l'autorité de l'État centrafricain. La France, qui était intervenue en République centrafricaine entre 2013 et 2016, pour faire cesser les violences, a remis en décembre dernier 1400 fusils d'assaut aux forces armées centrafricaines FACA après avoir obtenu une exemption à l'embargo de l'ONU, tout comme la Russie qui a fait une entrée remarquée dans cet ancien précaré français en livrant des armes aux FACA début 2018. La ministre française assiste également à la prise de commandement par la France de la mission EUTM-RCA qui œuvre à la formation des FACA. La France compte aujourd'hui quelques 300 soldats français en Centrafrique qui mènent des actions de formation des forces armées nationales et assurent, si nécessaire, un appui à la force de l'ONU MINUSCA, force de 13 000 hommes. L'accord de paix de Khartoum, signé en février dernier entre 14 groupes armés et le gouvernement, est le 8e conclu depuis 2013. Des violations de cet accord sont commises chaque jour par des groupes armés, avertissait fin juin au Conseil de sécurité l'émissaire de l'ONU pour ce pays.
Comparution lundi devant la haute cour de justice d'un ministre de l'ex-président gambien Yaya Jammeh. Yacouba Touré a été arrêté en juin lors de son audition par la commission Vérité et Réconciliation pour avoir refusé de répondre aux questions. Reportage. Yacouba Touré, membre de la junte de Yaya Jammeh, lors de son accession au pouvoir par un putsch en 1994 en Gambie, a de nouveau invoqué son immunité constitutionnelle pour refuser de répondre aux juges de la Haute Cour de justice. Ils avaient adopté la même attitude le 26 juin devant la commission Vérité et Réconciliation, TRRC, qui l'interrogeait sur son implication présumée dans l'assassinat du ministre des Finances en juin 1995 et celui de soldats lors d'une tentative de coup d'État manquée en novembre 1994. Il a été arrêté en juin. L'accusé ayant refusé de dire s'il plaidait coupable ou non, le tribunal a considéré d'office qu'il plaidait non coupable, tout en reconnaissant son droit à garder le silence. À la fin de l'audience, des partisans de l'ex-parti au pouvoir s'en sont pris à des journalistes filmant l'accusé qui ont dû s'enfuir pour leur échapper. Un avocat de la défense a réclamé la libération sous caution de son client et le début du procès dans une semaine. Le tribunal a renvoyé sa décision sur cette demande de libération sous caution au 15 juillet. Instituée par une loi en décembre 2017 et composée de 11 membres, la TRRC, qui enquête sur les crimes présumés commis pendant les 22 années du régime de Jammeh en exil en Guinée équatoriale, a débuté ses auditions en janvier 2019. Au Niger, les dirigeants africains réunis à l'occasion d'un sommet extraordinaire de l'Union africaine ont lancé ce dimanche la zone de libre-échange continentale. 54 pays sur 55 ont signé le traité et 25 ratifications déjà déposées. Des chiffres records dans l'histoire de l'Union africaine. Ce lundi, les chefs d'État et de gouvernement ont entamé un autre sommet. Les détails avec notre correspondant sur place, Abdul Karim Mahamadou. Le dimanche 7 juillet 2019 restera à jamais gravé dans les annales de l'histoire de l'Union africaine. C'est en effet ce jour que les dirigeants africains réunis à Niamey pour le 33e sommet de l'Union ont lancé la phase opérationnelle de la zone de libre-échange continentale, la ZLECA. Les chefs d'État et de gouvernement ont à l'occasion lancé 5 instruments qui permettront d'accélérer la mise en œuvre effective du traité et de libérer les échanges à hauteur de 90%, conformément à leurs engagements. Chaque pays accepte d'ouvrir son marché à hauteur de 90%. Il y a des listes tarifaires, des listes de marchandises, etc., qui sont bien définies. Et sur ces listes-là, 90% des listes vont être ouvertes à la libéralisation du commerce à partir du 1er juillet, puisque c'est le 1er juillet que les échanges dans la pratique vont réellement commencer. Le commerce intra-africain devra booster le développement du continent et améliorer le niveau de vie des populations. Cependant, il va falloir surmonter certains obstacles tels que la menace sur la sécurité. Notre continent, dans différentes parties de son territoire, sont touchés par les phénomènes de l'insécurité, du terrorisme, de la criminalité transfrontalière, de l'extrémisme. Le commerce est bloqué du fait de l'insécurité. Là également, ça nécessite une attention toute particulière. Et nous rappelons à tout le monde que c'est une responsabilité collective. Le terrorisme est une menace à la paix, à la stabilité et à la sécurité. C'est une menace globale et la réponse doit être globale et notamment à travers le Conseil de sécurité des Nations Unies, dont c'est la vocation. À l'issue du sommet sur la ZLECA, les dirigeants africains ont choisi Accra, la capitale ghanéenne, pour abriter le siège du secrétariat général de la ZLECA. Le 1er juillet 2020 débutent en principe les échanges et désormais, le 7 juillet de chaque année sera célébrée la journée de l'intégration africaine. Bosco Ntaganda, reconnu coupable lundi par la Cour pénale internationale, le chef de guerre congolais a joué un rôle déterminant dans les atrocités commises entre 2002 et 2003 en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Surnommé Terminator, Bosco Ntaganda, aujourd'hui âgé de 45 ans, est reconnu coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour des massacres de civils, entre autres en République démocratique du Congo.
Viol et esclavage sexuel de mineurs, enrôlement d'enfants soldats âgés de moins de 15 ans, meurtre d'un prêtre, la liste de violences commises par l'ex-chef de guerre congolais est longue. Ntaganda a donné des ordres directs pour tuer des civils. Il remplissait une fonction militaire très importante et avait un rôle déterminant pour mettre sur pied un groupe armé puissant à même de chasser la population locale, a déclaré le juge. En somme, les juges de la CPI ont déclaré le Congolais coupable de 18 chefs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, dont des crimes sexuels, massacres, persécutions et transferts forcés de la population civile. Selon des ONG, plus de 60 000 personnes ont perdu la vie depuis l'éclatement en 1999 de violences sanglantes en Ituri. Ntaganda a joué un rôle central dans la planification des opérations de l'Union des patriotes congolais et de son bras armé, les forces patriotiques pour la libération du Congo. Il entendra sa peine lors d'une prochaine audience. L'ex-chef de guerre, qui risque la prison à perpétuité, peut encore faire appel du jugement. La condamnation de Ntaganda est une grande victoire pour les survivants, a déclaré dans un communiqué le directeur de Human Rights Watch, Kenneth Roth. La Fédération internationale des droits de l'homme s'est égayée d'un jour de joie pour les victimes de l'Ituri. La capitale politique camerounaise Yaoundé a accueilli pendant 2 jours la 7e session du comité de sécurité transfrontalière Cameroun-Nigeria. Ce comité a pour mission d'intensifier la coopération entre le Nigeria et le Cameroun en proposant au gouvernement des 2 pays des mesures de lutte contre la criminalité transfrontalière. Reportage Narcisse Oum, notre correspondant à Yaoundé. Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, a accueilli pendant 2 jours la 7e section du comité de sécurité transfrontalière Cameroun-Nigeria. Les 2 comités ont eu pour mission d'intensifier la coopération entre ces 2 pays en matière de sécurité frontalière. Le comité a été coprésidé par les ministres en charge de la sécurité des 2 pays, agissant en qualité de points focaux. Avec une longue frontière commune de plus de 1000 km, un héritage commun qui oblige les 2 pays à coopérer pour un meilleur contrôle de leurs frontières. Les travaux ont été axés sur la réduction de la secte Boko Haram à sa plus simple expression, de lutter contre le trafic de faux médicaments, des drogues et des êtres humains. Le conclave de Yaoundé a visé aussi la lutte contre la prolifération et la circulation irrégulière des armes à feu, le blanchissement d'argent, le braconnage dans les parcs et réserves. Les assises qu'abritait le palais de congrès de Yaoundé ont pris fin avec diverses résolutions, dont notamment le renforcement de la coopération entre le Cameroun et le Nigeria en matière de sécurité transfrontalière. Pour rappel, le comité de sécurité transfrontalière Cameroun-Nigeria a été créé par un accord bilatéral signé à Abuja le 28 février 2012. Il se réunit 2 fois par an en section ordinaire, alternativement au Cameroun ou au Nigeria. Depuis sa création en 2012, cette instance a déjà tenu 6 sections. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée accompagnée des programmes de SICA. À très bientôt.